l'émission foot de Radio J qui réveille vos lundis soirs. Merci de votre fidélité. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir à tous. Benjamin, je sens que tu as de la gueule de bois après la défaite du Paris Saint-Germain hier soir. Pas du tout, je vais t'expliquer pourquoi. Pas du tout. Patience. Non. Bonsoir Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Alex, est-ce que tu as vibré devant le Classico du dimanche après-midi Monaco-Lille ? Non, pas du tout. Je l'ai regardé, mais j'ai pas du tout vibré. D'accord. Ouais. Tu nous expliqueras pourquoi tout à l'heure. Et puis, le dernier membre du Carré Magique ce soir a bercé nos adolescences et un peu plus que cela. Sa voix a été l'une des bandes-sons de certains des plus grands moments de foot sur TF1 ces 15 dernières années. Bonsoir Christian Jean-Pierre. Bonsoir les jeunes. Merci de m'accueillir. Et merci d'être avec nous Christian Jean-Pierre. On vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre premier roman 2026, l'année où le football deviendra américain. C'est paru chez Solar et je le montre à la caméra devant moi. Bienvenue dans Classico Christian. Merci. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et nous regarder sur la page YouTube de la radio. On compte sur vous pour Alexandre liker, partager la vidéo pour soigner commenter notre référencement, commenter également. Classico épisode 23, c'est parti avec une nuit pas franchement de folie sous le ciel de Paris. Y creo que los futbolistas son los primeros que saben, como nosotros, de la decepción de haber perdido 3 puntos, pero hay situaciones que ustedes ya saben que el grupo está preocupado. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui revient sur la défaite des Parisiens hier soir contre Nantes 2-1, mais pas seulement. Les domiciles d'Angel Di Maria et du père de Marquinhos ont été cambriolés, ce qui a suscité beaucoup d'émotions. Avant d'y revenir, messieurs, parlons d'abord foot. Comment expliquez-vous le naufrage des Parisiens hier soir ? Benjamin. Il y a plusieurs explications, peut-être. T'as un peu la pression là, je te sens, il y a Christian Jean-Pierre qui te regarde. Non, c'est quand même. Attends, c'est comme tu l'as dit, on a quand même écouté pas mal de fois Christian Laté, donc j'espère juste qu'il va me dire, mais tu dis n'importe quoi, tu connais rien au foot. Si j'arrive pas à ça, j'ai gagné mon émission. Je vais t'écouter tranquillement. Alors, la première explication que je peux éventuellement mettre sur la table, c'est évidemment un match postérieur à la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a une grosse débauche d'énergie et une débauche mentale aussi. Un effet de décompression ? Je pense que oui. Ça, c'est un. Et deux, il y a un effet qui est plus inquiétant et qui, je crois, préexistait déjà avec les anciens coachs. C'était notamment pour ça que Tuchel a vraiment été mis en difficulté. On disait qu'il n'avait plus la main sur le groupe justement pendant les matchs du championnat. Et on voit que Pochettino, pareil, n'arrive pas vraiment à renverser cette tendance. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a, je ne sais pas si c'est un désintérêt, mais en tout cas, il y a moins d'implication, moins d'importance pour les matchs du championnat, ce qui fait des résultats comme ça, ce qui, d'ailleurs, soulignons-le, c'est la 3e défaite de Mauricio Pochettino en championnat. Je ne pense pas qu'on aurait accepté ça. Je ne vais pas vous demander de commenter l'analyse de Benjamin, mais pourquoi vous qui avez beaucoup côtoyé les joueurs de foot, est-ce qu'il peut y avoir, après de grands matchs, un effet, je dirais, de décompression, une sorte de sas pour la journée de Ligue 1 qui suit derrière ? Ouais, c'est déjà arrivé plein de fois, mais je ne sais pas si le problème vient de là. Moi, je pense qu'ils ont un problème de construction de jeu. Alors c'est dû à plein de choses, plein d'éléments qui sont arrivés au cours de la saison, de la Covid au changement d'entraîneur, etc. Mais ils ont un vrai problème de construction de jeu au centre du terrain. Vous savez, moi je suis de la vieille école, je suis de l'école Aimé Jacquet, et qui m'a appris que le football ça démarrait au milieu de terrain, et qu'avant d'essayer de faire des choses fantastiques devant, il fallait avoir un milieu de terrain très costaud. Et voilà, et je pense que je l'ai déjà dit. Il faut des porteurs d'eau. C'est pas un scoop, il faut des porteurs d'eau. Et moi, j'ai une vraie nostalgie du milieu de terrain qui était Thiago Motta, Matuidi, Verratti. Et Verratti n'a jamais été aussi bon à côté de Thiago Motta. Et je pense qu'on n'a pas retrouvé ça pareil. Et je pense qu'ils ont très envie. De retrouver ça, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas retrouvé. Alors, quand est-ce qu'ils vont le retrouver ? J'en sais rien. C'est un peu une erreur de faire jouer Verratti beaucoup plus haut, beaucoup plus près de l'attaquant ? Non, parce que pour dire ça, il faudrait être à l'entraînement tous les jours. Justement, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, parce que c'est des débats qu'on mène dans un studio de radio. Mais pour pouvoir répondre à cette question, Steve, il faut être à l'entraînement et voir ce que donne Verratti en numéro 10 ou Verratti en numéro 6 pour se donner un avis pertinent. Alexandre. Non, mais ce que dit Christian est très juste, ce que dit Benjamin est un peu moins juste. Mais Attends, je vais reprendre la main derrière. Vas-y. Non, mais moi je pense qu'il y a aussi un problème d'envie, un problème vraiment d'envie, mais pas par rapport au championnat. Je suis désolé, il y a un problème d'envie en règle générale depuis le début de la saison. Même mercredi soir en Ligue des Champions, il y avait un problème d'envie, un problème d'engagement dans cette équipe. Alors le milieu de terrain, c'est vrai, n'est pas dedans. Il y a un problème de concentration. Kylian Mbappé, qui est un joueur formidable et que j'adore, et je le répète chaque semaine, il y a un problème de concentration sur cette passe qu'il met en retrait, où il ne regarde pas où il la met.
Voilà, et puis il y a un problème d'ambiance aussi, malgré tout, on peut pas leur enlever ça aujourd'hui PSG. Quand tu joues dans un Parc des Princes qui est à moitié vide, bon bah peut-être que tu rentres moins vite dans ton C'est la match. 4e défaite du PSG cette saison à domicile. Bah ça joue, moi je trouve que ça joue, le fait que le stade soit vide, il y a un faux rythme en fait qui s'installe dans ce Mais championnat. ça, c'est partout, Alex. C'est à Je suis l'extérieur. d'accord, Comme mais je je suis crois que c'est d'accord. la saison, tu as le plus de matchs je suis gagnés à d'accord. l'extérieur parce que ça veut plus rien dire, Mais- justement. mais- Y compris à mais- l'étranger, notamment en Ouais, bien Angleterre. C'est ça, mais malgré tout, moi je pense, il faut le dire, qu'hier soir le Paris Saint-Germain perd le titre de champion. Hier soir, ils l'ont perdu Sûrement. grandement contre Monaco. Il y a encore 2 chocs qui arrivent, hein, contre Lyon puis contre Oui, Lille. mais moi je vois pas, même s'ils gagnent contre Lyon et Lille, je vois pas Lille perdre beaucoup de points dans les semaines qui viennent. Lille est quand même très solide. Hier, ils ont été, on va parler tout à l'heure, à Monaco pour faire un match nul. Ils ont fait un match nul. Voilà, ça s'est vu sur le match. Et hier, le PSG, ils sont rentrés sur le terrain sans Attends, avoir envie de attends, gagner. attends. Et même sur Attends, le but. attends. Mais Attends, pour revenir sur le Attends, mais PSG. Attends, Christian, tais-toi, une Christian veut te question. tacler là. Non, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes radio PSG ou on peut dire du bien de Lille? Bien sûr, on au peut contraire. dire bien sur la radio. Non, mais bien sûr, on peut dire du point de Lille. D'accord, Mais oui. Lille, non, mais hier, Lille est sûr de ses forces. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça que je Est-ce veux que tu penses, Alexandre, et puis je vous céderai la parole ensuite, messieurs, est-ce que tu penses que le scénario du match de Barcelone, qui est un match retour, peut être comparé à celui d'hier soir? Honnêtement, j'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que on leur a mis la pression avec la remontada, que voilà tout ce qu'on veut, mais que mercredi soir ils y étaient pas non plus. En tout cas en première mi-temps, ils y étaient pas non plus au début du match. Ils étaient Et peut-être pas pour les mêmes certains raisons qu'hier soir. tétanisés, mais peut-être. Mais n'empêche que c'est un tout et que hier soir ils y sont pas non plus. Benjamin. Moi, je crois que le débat n'est pas le même. Je pense que mercredi soir, ce qu'il faut saluer, c'est la qualification du Paris Oui, t'as Saint-Germain. raison. Ça, t'as Ça raison. sert à rien de faire des débats dans tous les sens pour dire le Non, mais PSG. t'as raison, On t'as a raison. publié des stats. Je crois que c'est la fois où sous QSI, PSG a eu moins le ballon. Franchement, T'as qu'est-ce qu'on raison. s'en fout? T'as raison. On est qualifié. On a tellement fait critiquer le Paris Saint-Germain parce qu'on n'arrivait pas à passer ce plafond de verre. Non, mais Là, c'est l'essentiel, mais on peut dire quand même que le match n'était pas formidable. ça n'a mercredi aucun pour le intérêt. PSG. Ça n'a Pourquoi aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. T'es qualifié, le contrat est rempli, t'as gagné 3 mi-temps sur 4. La Voilà, prestation le parisienne principal est là. ne posait pas de questions pour toi. Franchement, non. Le principal, c'est le résultat. Donc, on l'a fait avec les circonstances qu'on connaît, grâce à un Navas stratosphérique. Et là, il faut féliciter nos dirigeants qui ont été chercher Navas sur le banc du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire Navas, il est exceptionnel. Franchement, fallait aller le chercher sur le banc du Real. Il était derrière Courtois. Il fallait se dire que c'était ce gars-là, l'homme providentiel. Donc, moi, je trouve que le débat n'a rien à voir. Pas du tout le même. Et voilà. Et hier soir, oui, il y a un problème. Milieu de terrain, il y a un problème de qualité, énorme. mais tu vas pas me dire que le milieu de terrain du FC Nantes est plus fort que le milieu de terrain du PSG en qualité intrinsèque. Donc c'est bien qu'il y a, à mon avis, un problème d'implication. Christian Ouais, Jean-Pierre. L'absence de public est un élément vachement intéressant. Je sais pas du tout que j'essaye de trouver des excuses au PSG. Mais Ils c'est sont un là truc- pour ça, les deux. hein. Mais c'est un truc qui concerne aussi bien le sport que la musique. Si je fais un parallèle, vous demandez à un guitariste, vous prenez le meilleur guitariste de France ou d'Europe, vous le mettez dans un studio d'enregistrement, vous lui dites faites-moi un solo, il va vous faire un solo, vous le mettez le même mec avec la même guitare à Bercy, dans un palais des sports de Bercy plein à craquer, Bien sûr. il fera pas les mêmes notes. Il Ça fera pousse pas- à se dépasser, finalement. Ouais, évidemment. Et c'est d'ailleurs un truc vachement intéressant parce que tous ceux qui font de la recherche là-dessus peuvent vous dire que dans les prochaines années, comment faire passer un clic aux joueurs quand il n'y a pas de public? Comment mentalement on arrive à renforcer un attaquant du PSG, Complètement. de lui faire croire que le stade est plein et qu'il va falloir jouer dans un stade plein alors que le stade est vide. C'est un vrai truc. Il y a un énorme boulot sur le plan cérébral que des chercheurs sont en train de travailler. Parce qu'on Parce dit que- qu'en parce que Angleterre... comment se motiver dans un stade qui est vide? Bah ouais. Comment avoir le petit truc, la petite étincelle qui fait que vous devenez un type insaisissable? On dit d'ailleurs qu'en Angleterre, c'est ce qui manque aujourd'hui à Liverpool. Ça, c'est une certitude. Bah voilà, je suis Ça, d'accord. c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, après, il ne faut pas se servir de ça pour dédouaner de tout ce qui se passe au niveau du jeu du côté du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, c'est un vrai fait. Et tu cites Liverpool, Steve, c'est un très bon exemple. Parce que Klopp n'est pas devenu un mauvais entraîneur en 6 mois. Et que tu es obligé, il y a forcément une corrélation entre le fait qu'il n'y ait plus de public et le fait qu'Anfield soit désert et que le fait qu'ils sont en train de C'est se vraiment le casser la gueule. 12e homme, quoi, finalement. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que le parc, en plus, c'est un stade génial. Ah ouais. Alors, on va rejoindre maintenant un auditeur. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tu es supporter du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des joueurs parisiens hier soir? On va dire que c'était pas tellement hier soir en soi, mais c'est vrai que cette défaite en championnat, c'est quand même difficile, quoi. C'est quoi? C'est la On séquence perd contre des mercredi, gros, on perd mercredi contre des dimanche? petits.
Pardon? C'est la séquence mercredi-dimanche qui t'a un peu perturbé? Je suis sûr que c'est un impact. J'écoutais d'ailleurs tout à l'heure Benjamin, je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il y a forcément une sorte de décompression après un match de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, à la télé, les supporters de Nantes le disaient, enfin les joueurs de Nantes le disaient, parce qu'ils ont dit on savait qu'il y avait une place après le 8e de finale. Donc c'est sûr que, puis en plus derrière, tu as la série Lille-Lyon qui arrive. C'est sûr que je pense que inconsciemment ou pas, il y a forcément de la déconcentration symbolisée par la passe de Mbappé et par la deuxième mi-temps en fait. Parce que je pense qu'à la mi-temps 1-0, ils se sont dit c'est bon, c'est plié, on va pouvoir lâcher pied quoi. Alors qu'on a lu dans la presse tout à l'heure qu'Antoine Comboré justement avait motivé ses joueurs à la mi-temps pour essayer de les remobiliser, leur dire qu'il y avait de la place pour mettre pour égaliser d'abord et puis pour peut-être emporter la victoire. Tu penses que le manque de motivation des joueurs parisiens a abouti à cette défaite un peu surprise? Ah bah je pense oui, parce qu'on est quand même meilleur que Nantes. Après, il faut reconnaître que Nantes a bien joué hier. Enfin, c'est bien défendu, quoi. Et que du coup, on n'avait pas le carburant pour pouvoir rehausser le niveau de jeu après des erreurs. Les 2 buts, c'est des erreurs qui sont énormes. Hein. Même le deuxième but, on parle beaucoup de Mbappé, mais le deuxième but sur un dégagement du gardien, se faire prendre dans le dos. Parce que ça manque d'envie. Christian Jean-Pierre. C'est marrant ce que vous dites parce que tous les trois, avec votre auditeur autour de la table, vous dites il y a une décompression après le match. Mais moi, c'est des débats, enfin je suis souvent en Angleterre, c'est des débats qu'on ne peut pas entendre, ce genre de choses. Là, je fais une critique générale du football français. C'est-à-dire que vous jouez un gros match, vous jouez mal le dimanche d'après, on vous dit c'est une décompression. Et quand vous jouez mal avant la Ligue des Champions le dimanche, parce que vous jouez le mercredi, vous dites ils avaient déjà la tête à la Ligue des Champions. C'est ce qu'on a mis en avant avec la défaite à Lorient. C'est impossible d'entendre ça. Il n'y a pas de décompression. Je suis d'accord avec vous, Christian. Et simplement, je dis juste que on essaie d'expliquer ce qui n'est pas explicable quelque part, mais oui, on ne devrait pas avoir dire ça. Quoi. Si on porte un regard général sur le football français, puisqu'on est nul dans les coupes européennes, quels que soient les clubs qu'on prend, de la première place à la 5e place, on n'est jamais dans les phases finales. C'est un truc qu'on ne peut pas entendre. Enfin, on a l'impression qu'en France, jouer tous les 3 jours, c'est un problème. Mais c'est leur job. Et quand vous discutez avec les joueurs, ils vous disent tous qu'ils préfèrent jouer tous les 3 jours que s'entraîner. Et c'est les gamins qui ont 20, 25 ans, qui sont en pleine force de l'âge, jouer au foot et jouer des matchs, ils adorent ça. Donc c'est un truc, mais c'est vraiment un truc, c'est vraiment un mal français depuis des années. Oui, Alexis. Pour rebondir sur le PSG, pardon, ce que dit Christian Jean-Pierre, malgré tout, on voit que tous les gros clubs qui ont fait le Final 8 galèrent quand même un petit peu. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Alexis. Benjamin. À part le Bayern de Munich et Manchester City. Ouais, à part Munich et peut-être tu as raison un peu City, il y a peu de clubs aujourd'hui qui performent. Qui performent aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. C'est une bonne remarque. Alors après, et City, au début de saison, ils ont galéré. Hein. Là, ils sont sur 13 leaders résultats, mais ils ont quand même eu du mal à démarrer. L'Atlético Madrid, c'est génial en Liga, en Ligue des Champions, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté pour l'instant face à Chelsea. La Juve. Bon, tu vois, mais là, ils sont plus au top nulle part. Je suis d'accord, mais on n'est plus en début de saison, on est au mois de mars. Moi, je crois aussi. Mais c'est une saison particulière quand même. Peut-être. Ça n'empêche pas les Parisiens de battre le Barça 4-1. Voilà, et de maîtriser le match du début à la fin. Donc, quand ils veulent le faire, ils le font. D'ailleurs, hier, quand ils prennent le deuxième but, ils se mettent à jouer. C'est à ce moment-là qu'ils se mettent à jouer. Donc, en fait, ils ont une marge de manœuvre qui est énorme. Il y a un problème dans la tête. Après, il y a eu des événements extrasportifs, peut-être qu'on va en parler. Et je pense aussi que malgré tout, quand on a eu le débat sur Neymar, est-ce que Neymar sert à l'équipe? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est bien de le faire jouer avec Mbappé? Neymar il fait, on s'en rend compte que ça manque de création aussi hier dans le jeu du Paris. C'est quand même la troisième défaite de l'ère Pochettino. Est-ce que finalement alors est-ce que il manquait Neymar contre Monaco? Du coup tu veux t'excuser d'avoir renvoyé Thomas Tuchel ou toujours pas? Pas du tout. Non, c'est lui qui a renvoyé Thomas Tuchel. Non, j'ai juste dit que j'étais pour. Tu vois effectivement la stat que je donnais, que tu répètes là, Steve, c'est la 3e défaite de Pochettino en championnat et c'est la 7e défaite du PSG cette saison. Voilà, mais on voit bien qu'on avait stigmatisé notamment Tuchel pour cet aspect, ces matchs-là de championnat où il n'arrivait pas à créer la motivation et on disait Tuchel n'a plus la main sur son vestiaire, le vestiaire l'a lâché. On voit aujourd'hui que c'est faux. C'est donc un problème général du PSG cette saison qui est peut-être beaucoup plus concentré sur la Ligue des Champions. Ce qui est peut-être pas un problème d'ailleurs. Hein. Mais on voit bien que Pochettino, malgré le très bon travail qu'il a fait dans la préparation de Barcelone, dans la gestion du match de Barcelone, visiblement, il n'arrive pas à... C'était une exception finalement ce match à Barcelone? Non, je pense pas du tout. Non, je pense pas. Mais moi, ça me dérange pas qu'on me dise que le PSG est programmé pour gagner la Ligue des Champions cette année, quitte à laisser de côté le championnat. Hein. Enfin, moi, je peux l'entendre, quoi. Alexis, est-ce que tu penses que le championnat est perdu, comme le disait tout à l'heure Alexandre?
Non, je pense pas du tout. Il y a 3 points de Lille et si on les bat, on passe devant eux. Donc je pense pas. Mais moi, par contre, je pense pas du tout que Tuchel ait été viré pour cette saison. Hein. Moi, je pense que Tourelle a été viré pour une raison plus long terme. Oui, t'as raison, Alex. Mais pour ses propos, il était plus à l'aise non plus. J'imagine que si. Enfin, moi, le sentiment d'aujourd'hui, quand je vois par rapport à Neymar et Mbappé, j'imagine que c'est dans l'optique de les prolonger parce que je pense qu'avec Tourelle, ça prolongeait pas. Bah, ça s'entend. Hein. Je pense que c'était dépendant de la prolongation des 2 stars du PSG et pas forcément de ses relations avec Leonardo. Bah, si. Alors, si aussi, mais c'est un tout. Je pense que de manière générale. Mais Leonardo, il est pragmatique. Hein. S'il pensait pouvoir gagner avec des champions avec Tourelle, il aurait gardé. Hein. Je pense que. Bon, il a failli la gagner. On va passer. Oui, mais on peut gagner. Et je pense surtout qu'il y avait sûrement que pour remettre dans un projet Neymar et Mbappé qui voulaient signer absolument, je pense qu'il a anticipé en mettant Pochettino. Messieurs, d'ailleurs, depuis, il y a un discours très drague sur Mbappé pour leur faire signer pour Neymar. Et moi, je pense qu'avec Tourelle, ils n'auraient pas signé. Vos top flops de la soirée, côté parisien et côté nantais, évidemment. Évidemment, le top, c'est Kolo Muani qui a fait un super match. D'ailleurs, je ne sais pas si la liste des espoirs est tombée là. Je ne sais pas si c'était quelques minutes avant l'émission. Je ne sais pas s'il était dans la liste ou pas. Voilà, il a été excellent. Et Alban Lafont qui a fait un super match. Pareil, donc ça fait vraiment partie des tops. Et les flops, oui, on pourrait dire comme les notes dans l'équipe, la défense centrale du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que c'est eux qui ont se fait dépasser sur tous les sont fait dépasser par Kolo Muani qui a énormément pesé physiquement et qui a été très rapide. Ensuite, il a été imprenable. Marquinhos aussi, et Simon fait une très bonne rentrée. Donc, ouais, voilà. Camboré a réussi son pari de relancer ses espoirs. Et tu as raison. Voilà, t'as raison. Antoine Camboré, ça a dû lui faire bien plaisir quand même de revenir au Parc des Princes, de gagner avec cette équipe. Effectivement, tu as raison. J'entendais hier que les joueurs disaient qu'il avait essayé de leur dire c'est possible. Au début du match et quand le PSG mène 1-0, franchement, tu te dis que ça va être difficile. Et surtout quand le penalty n'est pas sifflé. Il y a penalty 150 fois, donc bravo à lui parce qu'il a réussi quelque chose de super et c'est cool de le voir gagner au Parc. Alex, pareil que Benjamin sur les tops, sur les flops, Danilo Pereira au Paris Saint-Germain. Je trouve ça lent. Pour son œuvre globale. Ouais, je trouve ça. Enfin, j'ai rien contre le joueur. En plus, je l'adorais à l'époque. Il était à Porto avant, mais c'est vrai en plus, sincèrement. T'adores. Mais je l'adore. Je l'adore. Et je pense qu'il nous écoute d'ailleurs. Non, mais en vrai, je trouve ça un peu dommage parce qu'il est lent. Il ralentit tous les ballons. On sent qu'il est pas à sa place en fait dans l'équipe aujourd'hui. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc c'est dommage. Et il y a un problème. Christian le disait tout à l'heure. Il y a un problème de milieu de terrain. On n'a jamais su remplacer les joueurs qui sont partis avant. Thiago Motta, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi. Et là, on bricole en fait. On bricole avec des joueurs qui n'arrivent même pas à enchaîner les matchs. Idrissa Gueye, pourquoi il joue pas hier? Parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les matchs. Physiquement, ils sont pas dedans. Ils n'arrivent pas à enchaîner Barcelone et le FC Nantes. C'est un gros problème pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils sont pas programmés pour gagner la Ligue des Champions à ce niveau-là. Mais juste, c'est dommage que dans ces matchs-là, à mon avis, on ne voit pas des jeunes justement, puisqu'on parle de cette motivation éventuelle. Il y en a beaucoup des jeunes au milieu au PSG qui pourraient jouer. Pourquoi ne pas faire jouer Simons? Simons, on a été le chercher à Barça. Il paraît que c'est un génie. Je crois que je sais plus, mais il a autant de millions d'abonnés qu'Alex. C'est pas forcément un indicateur de performance. Il est capitaine des Pays-Bas, je crois à U20, quelque chose. C'est une vraie star le joueur. Donc pourquoi ne pas le faire jouer? Une vraie star. Calme-toi. Il a joué. Non, je dis pas calme-toi. C'est une vraie star. Il a raison. Dans sa catégorie, c'est une vraie star. Mais c'est pas une star de Ligue 1 pour l'instant. C'est une star des réseaux sociaux. C'est une star de ce que tu veux. Michu qui est rentré 5 minutes contre je sais plus qui, contre Brest. Tu peux le faire jouer un tout petit peu plus. Voilà, on a des joueurs. Il serait meilleur que Danilo Pereira ou que Paredes. Moi, tu me demandes mon avis. Si je préfère voir un jeune du Paris Saint-Germain rentrer et jouer plutôt qu'un joueur qu'on a été chercher à Porto et qu'on paye 600 000 euros par mois. C'est un principe. C'est pas une question mon principe, c'est que je pense qu'il faut mieux faire monter des joueurs du centre de formation. Même s'ils ne sont pas au niveau pour l'instant. Déjà, on ne sait pas s'ils sont pas au niveau. Et en plus, comme le dit très justement mon confrère Alexandre Darmon, je pense. Tu notes ça? Je pense que, effectivement, à mon avis, je peux pas croire que ces joueurs-là rentrent sur le terrain, sans la hargne, c'est pas possible. Donc voilà. Christian, peut-être non pas sur les tops et les flops, mais sur le retour de Camboré à Nantes, revoir Camboré sur ce banc, compte tenu de son expérience passée de joueur, puisqu'il a commencé là-bas. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, peut-être comme souvenir ou comme plein de bonnes choses. Pour ceux de ma génération, c'est évidemment son compte boule contre le Real. Et puis c'est un bon mec surtout. C'est vraiment un mec droit dans ses bottes. Il est comme tout le monde, c'est un bipède du genre humain avec ses qualités et ses défauts, mais il est super attachant, Antoine. Et les mots qu'il a eu hier à la fin du match étaient top. Enfin, c'est vraiment... C'est partie des mecs, quand vous avez la chance de le connaître, c'est les mecs que vous avez envie d'aimer. Et c'est chouette d'ailleurs que dans le foot, parce que bon, hier, je ne sais pas ce qui se passera derrière dans la saison, mais on aime quand même le foot pour qu'il y ait ce genre de surprise. C'est pas la première fois qu'un gros se fait taper à domicile par un petit qui est en train de mourir ou de jouer la relégation. Donc c'est quand même un truc qui peut arriver relativement souvent. Et quand ça arrive avec un mec qui est à la tête d'une équipe qui va super mal, dans un club qui va super mal depuis longtemps, on est content pour eux.
parce que moi j'ai eu la chance de côtoyer Albin Lafont quand il était à Toulouse, le gardien de Nantes, c'est un super mec aussi. Donc quand on se sort de l'emprise du PSG et qu'on regarde ça avec un regard un peu macro, on est content pour eux, on est content pour Nantes, ça c'est sûr. Alors la soirée a été également marquée, Christian Jean-Pierre, par l'annonce au milieu de la rencontre à Leonardo, à Pochettino, puis à Angel Di Maria que la maison du meneur argentin venait de faire l'objet d'un cambriolage en présence de sa femme et de ses 2 filles. La maison du père de Marquinhos, le défenseur brésilien, a également fait l'objet d'un homejacking. Est-ce que ça peut, selon vous, perturber les prochaines semaines des joueurs parisiens et du staff parisien de manière générale ? Alexis, peut-être en premier, s'il est encore avec nous. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis ? C'est sûr que mentalement, c'est perturbant pour les joueurs. Après, c'est au PSG d'essayer de trouver. Alors, j'ai cru lire dans la presse aujourd'hui qu'ils allaient renforcer les sécurités autour des. Ouais, c'est ce qu'on a lu. C'est la direction parisienne qui va prendre à ses frais cette surveillance pendant un moment donné, avec une présence humaine devant les domiciles. C'est sûr que ça reste des hommes avant tout et j'imagine que ça ne doit pas être simple d'être cambriolé ou d'avoir sa famille dans un pays étranger en plus. Non, je sais pas si ça. Je pense que ça peut avoir un impact, je ne sais pas à quel point. Benjamin ? Ouais, moi je sais pas. Sur tous ces débats comme ça un peu privés, je suis toujours très mal à l'aise. Hier, devant la télé, sincèrement, j'étais mal à l'aise en voyant nos confrères de Canal qui essayaient de dire mais qu'est-ce qu'il a dit, Leonardo, il vient, il descend, il dit quelque imaginé chose. Un scénario. Ouais, mais c'est gênant si on réfléchit 2 secondes. A posteriori, oui, c'est gênant. Non, même pendant, excuse-moi, on se rend compte qu'on raccompagne Leonardo au vestiaire, on se doute bien il raccompagne Di Maria au vestiaire, on se doute bien qu'il y a quelque chose de. Je sais pas, on peut avoir un peu de pudeur, se taire. J'ai eu le malheur d'ouvrir mon Twitter pendant le match. Chacun qui allait de son tweet pour essayer de dire ce qui s'était passé, ça allait des pires rumeurs. J'ai vu tout à l'heure, là, en venant dans le taxi, Di Maria doit-il quitter le Paris Saint-Germain ? Mais c'est à cause de ce qui s'est passé. Mais c'est sérieux comme article, ça ? Alors, il faut rappeler qu'il avait quitté. On a dit qu'il avait quitté Manchester United après. Notamment parce que ça avait influencé sa famille. D'accord. Après un autre. C'est ça qu'on met en avant. D'accord, mais c'est ça l'article qu'on publie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas juste dire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où, dire juste, voilà, c'est la société, Benjamin, je suis d'accord avec toi. On a le droit de dire que c'est tragique aussi. Je suis d'accord. Après, sur le fait que ça peut les déconcentrer sur les semaines qui viennent, concrètement, oui. Et ça les a déjà déconcentrés hier soir. Ça se sent. C'est un truc que tu ressens sur le terrain. Et je pense que ça peut jouer. Les joueurs ne le savaient pas. Hein. Oui, ils ne le savaient pas, mais ils se sont quand même doutés d'un truc à un moment donné. C'est en tout cas ce qui en ressort quand on lit justement l'équipe ce matin. Donc oui, ça peut déconcentrer. Ça peut déconcentrer un coach à qui on vient annoncer ça en plein match, qu'il faut sortir un joueur. Donc ça enchaîne. Et puis là, ils sont 2 hier soir à qui c'est arrivé. Ça doit rôder dans la tête de tout le monde. Il y a d'autres joueurs dans le passé, d'autres joueurs du Paris Saint-Germain qui ont subi les mêmes affres. Thiago Silva, bien sûr. Oui, donc il y a un problème. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne sécurise pas plus les joueurs à ce niveau-là. Alors, on a pu lire que Neymar est dans l'équipe, sur le site de l'équipe, que Neymar et Mbappé avaient leur garde rapprochée alors qu'ils payaient à leurs frais. Les joueurs, la direction donc va assurer la protection des autres joueurs à ses frais pendant quelques temps. On ne sait pas exactement pendant combien de temps, mais en tout cas la procédure avait déjà été mise en place en 2015 après les attentats à Paris qui avaient beaucoup perturbé les joueurs. Christian Jean-Pierre, est-ce que vous pensez que ces facteurs extérieurs sont des éléments que doivent prendre en compte la direction pour justement assurer le bien-être de ces joueurs ? Alors malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive dans le football. Il y a eu des menaces. En Italie, il y a des joueurs qui ont eu des membres de leur famille qui ont été enlevés. C'est arrivé également avec des joueurs africains. Ça est arrivé avec Obi Mikel quand il était à Chelsea, avec des rançons qui avaient été demandées. Enfin, il y a toujours eu. Globalement, il y a de l'argent dans le foot, et dès qu'il y a de l'argent dans un endroit, ça attire les voyous, ça attire les voyous de toutes sortes. Donc c'est pas ce qu'on a vécu hier. C'est un incident très grave, mais il y a toujours eu des problèmes dans des grands clubs, dans le foot depuis 20 ans. C'est pas la première fois que ça arrive. Après, moi, ce que je ne sais pas, c'est si ça a perturbé les joueurs en deuxième mi-temps, parce que j'ai toujours pas compris si les joueurs le savaient à la mi-temps ou pas. J'ai compris que a priori, non. Je rejoins complètement l'analyse de Benjamin sur le fait que c'est sordide de s'engouffrer là-dedans, d'essayer de faire un peu de pudeur là-dedans. C'est super grave. On peut prendre. Il a eu des mots très justes, Benjamin, sur ce thème-là. Et après, est-ce que ça peut les perturber à l'avenir ? Moi, quand on ne sait pas, on ne dit pas. C'est une règle de base que je vous donne. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Moi, je ne connais pas Di Maria, personnellement, donc je ne sais pas comment il est. Donc je ne sais pas si ça peut le perturber. Il y a des mecs qui sont capables de dire rien à foutre, je passe à autre chose et je continue. Et il y a des mecs qui peuvent être extrêmement perturbés. Et quelle va être l'attitude psychologique de Di Maria là-dedans pour répondre ?
il faudrait être dans sa tête ou bien le connaître. C'est pas mon cas, donc je sais pas du tout s'il peut être. Mais est-ce que la direction du PSG, en tout cas, a raison d'intervenir là mais ils sont obligés, mais c'est compliqué parce que alors vous voulez faire quoi après, les surveiller dans les voitures, une voiture qui roule, c'est un flic, c'est un mec de la sécurité derrière qui les suit, enfin. C'est sans fin. Ça rejoint ce qu'on a vécu certaines années au Brésil avec des clubs qui étaient poursuivis par des supporters mécontents, où tous les joueurs étaient quasiment sous assistance et sous contrôle 24 heures sur 24. Enfin, c'est pas une vie, hein. Pas une vie. Donc ça peut être un truc ponctuel, mais sur la longue, c'est pas possible. On va remercier Alexis. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. Salut Alexis. Bye bye. Et à très bientôt. Merci. On va enchaîner avec la victoire de l'Olympique de Marseille face à Brest, deuxième succès des Olympiens sous l'ère Sampaoli. Est-ce qu'on commence à voir un petit effet? Il ne va pas commencer à nous parler de la patte. La patte. Je n'ai pas dit la patte. Moi, je ne réponds pas à cette question sur la patte. Je n'ai pas dit la patte. J'ai dit l'effet. Pas à la question sur la patte. Sampaoli. Ah bah oui, il y a un Ah effet. bah oui, Il y a un effet Sampaoli, les amis, ils gagnent des matchs. Déjà, c'est un premier effet. Le fait de gagner, de prendre 6 points sur 6. Et puis même, je trouve qu'il y a de l'engagement. Non mais moi, j'ai vu le match On parle maintenant de Sampaoli time. Alex. Non mais c'est vrai, je suis désolé, il y a un effet Sampaoli. Quand tu vois Thauvin, tu critiquais Thauvin il y a 2 semaines, tu lui rentrais dedans, je te disais mais attends, il faut qu'il ait la confiance, qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Et ben voilà, moi je trouve qu'on le voit d'ailleurs, on le sent, il vient le voir quand il marque le but. Puis il marque en fin de match en plus, et 2 fois. Non mais c'est fou ce qui se passe. Non mais attends, je suis désolé. Je fais preuve de cynisme ce soir. Non mais je suis désolé, je sais pas s'il y a un effet Sampaoli, en tout cas il y a un effet changement de coach. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ce que dit Sampaoli, il dit ça joue sur l'énergie, pas sur la tactique. Évidemment, mais il y a du rythme, il y a du rythme. Je suis complètement d'accord avec la fin de ce que tu viens de dire. C'est pas, je crois pas que ce soit l'effet Sampaoli. C'est l'effet changement de coach, comme quand c'est Pochettino qui est arrivé à Paris en remplacement de Tuchel. Il y a eu un effet. Quand Tuchel est arrivé en remplacement de Lampard lui-même, il y a eu un effet. Est-ce qu'il y a eu cet effet avec Largué? Je suis pas sûr. Ouais. À Largué, le pauvre, on lui a suffisamment tapé dessus la semaine dernière. Non, pas moi, pour dire que justement, il n'avait pas pris les ailes. Quand il est arrivé, faut savoir. C'est pas ce qu'on a dit quand Largué. Non, c'est pas ce qu'on a dit quand Largué est arrivé. Il y a pas eu de victoire consécutive. Non, mais d'ailleurs, c'est pas vrai. Encore une fois, Largué, il a remis des joueurs dans le game. Il n'y a pas eu de victoire, mais il a remis des joueurs. À Elibop pour ça. Je le savais. Mais donc, effet Sampaoli, j'en sais rien. En tout cas, effet nouveau coach. Il a relancé des joueurs. Donc ça, c'est positif. Non, et puis je trouve qu'il tire le meilleur de ses joueurs. Quand tu regardes le match contre Brest samedi, franchement, moi je trouve que Thauvin fait un super match. Il est dans le rythme, il est vraiment là, il est physiquement présent. Je trouve qu'il fait rentrer Luis Enrique sur les 2 fois. Comme Nasser Largué. Hein. Non mais attends, sauf que Luis Enrique fait rien avec Nasser Largué, je veux bien qu'on dise ça, mais il le fait rentrer sur les 2 matchs, 2 passes décisives pour le même Cuisance. Cuisance qui marque 2 fois. Voilà. Non, mais il relance des joueurs. Il se passe quelque chose. Je suis d'accord là-dessus, bien sûr. Il se passe quelque chose, voilà, c'est tout. Il n'hésite pas à sortir un défenseur pour être un peu plus offensif. Il fait sortir Alvaro pour faire rentrer Enrique d'ailleurs, je crois. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits, ce qui manquait un peu à l'Olympique de Marseille sous l'ère AVB et encore plus sous l'ère Nasser Largué. Christian Jean-Pierre, est-ce que vous êtes, non pas séduit parce que je vais me faire tomber dessus, mais est-ce que vous êtes en tout cas intéressé par l'arrivée de cet entraîneur un peu singulier, disons? Pas plus que ça, non. Non. Moi, je pense qu'il faut le juger sur la longueur. Un bon entraîneur, c'est quoi? C'est un entraîneur qui est capable de réduire des temps de crise. Donc on verra si à la longue, il est capable de réduire le temps de crise à Marseille. Moi, je ne veux pas le juger sur 2 matchs, sur 3 matchs. J'attends la fin de la saison. Il a quand même, on a la cartographie de ce genre d'entraîneur. On sait ce qu'il a fait en Amérique du Sud, on sait ce qu'il a fait. Bon. Donc moi, je ne crie pas du tout au génie, loin de là. Je ne veux surtout pas le comparer à Bielsa, qui est un être à part et profond. Il ne faut surtout pas le comparer d'ailleurs, parce que je pense que ce n'est pas du tout le même. Et laissons le temps. On fera un bilan en fin de saison quand on aura eu l'occasion vraiment de le découvrir. Alors on va écouter ce qu'a dit Florian Thauvin, l'un des hommes de la soirée à Marseille. Comme je disais à la conférence de presse hier, je ne sais pas exactement sur quoi va être basées les séances d'entraînement. Une chose est sûre, le coach nous apporte un système tactique que pour l'instant on a encore un peu de mal à maîtriser. On l'a vu en première mi-temps, ils ont eu beaucoup trop de facilité à ressortir de notre pressing. Donc je pense qu'on va travailler sur ça la semaine prochaine à l'entraînement. Visiblement, les joueurs n'ont pas encore saisi toutes les subtilités tactiques de Sampaoli, mais en tout cas, est-ce que c'est un oscillateur de quelque chose d'assez positif à Marseille avec des joueurs clés comme Payet, comme Thauvin qui reviennent bien? J'en sais rien, il faut laisser le temps, comme disait Christian. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un effet sur le mental, sur le fait qu'il a envie de se dépasser et qu'il gagne 2 matchs. Voilà. Thauvin, moi, ce que j'aime bien dans cette déclaration, c'est qu'il est honnête. Il dit pour le moment, franchement, il n'y a pas de tactique, pas de technique. Non,
il dit Ça qu'il y en fait a, 2 mais jours. on l'a pas Voilà, touché. Enfin, ça fait 2 jours qu'il est arrivé. Il y a de la com autour de tout ça aussi. On n'est pas naïf. Je veux dire, quand on voit une vidéo de Sampaoli sur les réseaux sociaux en train d'engueuler ses joueurs, c'est super, il les concerne. On n'est pas complètement idiot. On sait qu'il y a de la com. Voilà. Maintenant, l'effet, c'est vrai, il sera sur le long terme. C'est pour ça que je pense que c'est bien de l'avoir fait venir maintenant. C'est qu'ils vont pouvoir installer ce style de jeu. Ils vont pouvoir essayer de ramener un peu l'état d'esprit de Sampaoli, s'il y en a un, et puis ça préparera au mieux la saison prochaine. Voilà. Il faut des joueurs, c'est comme à Paris. Il faut des joueurs. c'est Il faut ça, des ouais. joueurs. Oui, mais c'est une il bonne en vitrine manque- pour aller il en chercher manque des joueurs. beaucoup à Marseille. Ouais, il en manque, bien sûr. Ouais. Oui, si vous voulez jouer de haut niveau, il en manque. On a bien vu ce qui s'est passé en Ligue des Champions, bien sûr. Oui, mais ils le savent. C'est pas- Bon, on a Gamilic qui est arrivé, qui a encore marqué. Il met un beau but. ce week-end. Et qui met un beau but. Ouais, mais c'est vrai. Mais tu vas avoir effectivement à la fin de la saison beaucoup de joueurs dont la question va se poser. Elle se pose Notamment en déjà fin de peut-être contrat, déjà. hein. Mandanda, Payet, Thauvin, tous ces joueurs-là, tu vas devoir en faire quelque chose à la fin de la saison. Est-ce que, à mon avis, mais bon, ça, voilà, le club devrait se dire que ces joueurs-là, c'est terminé et reconstruire sur des bases nouvelles avec des jeunes comme Camara notamment. Qui pourrait partir lui aussi. Bah, ça, ce serait une erreur par contre, parce que c'est quelqu'un de formé au club, donc tu peux bâtir un projet Et qui a autour une de valeur lui marchande. qui a une très grande valeur marchande, mais justement, enfin, le calcul doit être là, à mon avis. C'est quelqu'un sur qui peut bien représenter le club, la ville, incarner cette nouveauté. Donc, à mon avis, je lui donnerai le brassard et je le mettrai au cœur du projet, mais je ne suis pas le directeur sportif. Champagne Project. On enchaîne avec. Je sais plus s'ils osent le dire. Ça. Avec Monaco-Lille. Oh là là. 0-0. Alors, le match était assez. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai regardé du football. Tout le monde a un peu zappé parce qu'il y avait Arsenal. J'ai même Tottenham, beaucoup zappé, à j'ai côté. complètement regardé D'accord. Arsenal-Tottenham. C'était un tout petit peu plus intéressant, mais j'ai quand même vu un résumé et j'ai l'impression qu'on s'est bien ennuyé. Ouais. Mais si je dois retenir une seule chose de ce match, c'est l'arrêt de Mike Maignan, qui est lui un gardien extraordinaire, décisif, qui fait gagner des points. Numéro 3 de l'équipe de France. Pas pour longtemps peut-être, c'est la conclusion de l'article de l'équipe du jour, je suis assez d'accord. Ça m'étonnerait qu'il reste numéro 3 pendant longtemps. C'est un super gardien, voilà, il fait gagner des points. Non, mais Alex, tu disais tout à l'heure que Galtier, alors c'est un peu la thèse défendue dans l'équipe ce matin, c'est Bah, l'idée que bon, finalement ils ont été joués. il essaye de gagner les matchs contre les petits ou les moyens, je mets des guillemets bien sûr, et puis essayer de ne pas perdre contre les gros, c'est ce qui a été C'est ce qu'on a vu hier. qu'on a vu hier, quoi. C'est ce qu'on a vu hier. Mais moi, je trouve que cette équipe est formidable. Cette équipe de Lille, elle est formidable. Parce qu'elle s'arrache, parce que les mecs qui courent, ils jouent les uns pour les autres, ça se voit sur le terrain. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu ça dans une équipe de foot. Et surtout, quand on dit qu'ils sont morts, en fait, ils sont pas morts. Quand on dit ils vont subir le contre-coup de la Coupe d'Europe, et le week-end d'après, t'es sûr qu'ils vont être présents et qu'ils vont s'arracher et qu'ils vont aller chercher les 3 points. C'est pour ça que je dis que Lille, à mon avis, on a répété dans cette émission toutes les semaines, Lyon sera champion, mais pas Lille. Je pense qu'on s'est trompé. Lille, ils savent exactement où ils vont. Ils ont un coach qui est exceptionnel, qui fait les changements, qui fait du vrai coaching en fait, qui connaît ses joueurs par cœur. Et hier, Monaco ne joue pas hier. Monaco ne joue pas parce qu'ils arrivent à les bloquer très vite. Donc Monaco a peut-être quand même eu un peu plus d'occasions que Lille en mais deuxième mi-temps. franchement, honnêtement, peut-être. Mais les occasions, elles étaient vraiment franches. Oui, à la fin. La dernière, oui, encore. La dernière, mais que la dernière. Mais ça dure 90 minutes, ils ont une occasion franche sur tout le match. Christian Jean-Pierre, je ne vais pas vous demander de commenter le résultat de ce match, mais par contre, j'aimerais bien avoir votre avis sur Christophe Galtier, que vous avez peut-être suivi à la fois comme joueur et comme entraîneur, notamment à Saint-Etienne et maintenant à Lille. Qu'est-ce que vous inspire ce personnage de la Ligue 1 C'est une très bonne question, Steve. Moi, je vais faire du franco-français. Parce que je trouve que j'en ai ras-le-bol de voir des mecs qui arrivent avec des squads de toute nationalité dans les clubs, à croire qu'on est nul. On est quand même champion du monde. On a une super école d'entraîneurs de football en France, qui a été incarnée par une DTN qui était performante pendant des années. Et Galtier, il est ni portugais, ni espagnol, ni anglais. Il n'a pas un staff avec 70 personnes autour de lui. Et il prouve qu'il connaît le football et qu'il va peut-être devenir champion de France. Et moi, je trouve ça top. Je trouve ça vachement bien. Alors je sais que Rudy Garcia a été critiqué à Marseille, il les a quand même menés en finale de Coupe d'Europe. Il était critiqué au début à Lyon. À Lyon, il est toujours sur le podium et il va se battre jusqu'au bout. Mais je défends le franco-français. Oui, parce que c'est facile de dire. Dès que vous prenez un mec à l'étranger, ça fait. Ouais, Ça fait bien. ça fait bien. Bravo. Quoi. Ouais, le mec. Il parle 3 langues. Ok, il parle 3 langues. Mais bon, est-ce que c'est un peut boulot viser plus haut, Est-ce que c'est Galtier ça dépendra uniquement de son envie. Oui, sur le foot. Est-ce que partir à l'étranger, c'est un énorme pari quand vous êtes coach. C'est pour en avoir discuté pendant de longues heures avec Arsène quand il a débarqué à Arsenal. Vous arrivez en terrain ennemi quand vous allez à l'étranger. Il faut faire vos preuves, comme un jeune joueur qui s'en va et qui doit faire ses preuves. C'est super compliqué pour un entraîneur. Mais tous les entraîneurs débarquent en France, les Espagnols, les Portugais. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, une fois de plus, on est. On a vu que ça avait été difficile, par exemple, pour quelqu'un comme Claude Puel en Angleterre. Alors qu'il était. Alors Claude, c'est un vrai carafon. Claude, c'est encore. S'il doit y avoir une exception, parce que je le connais bien, le Tarnet, c'est Claude. Claude, c'est vraiment un mec.
il est super rigide, hein, je dis ça à titre amical, mais oui, c'est un pari que Galtier pourrait relever. On parle de lui à droite à gauche, on verra bien. En tout cas, c'est un super coach, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et vous savez, vous ne trompez pas les joueurs. Hein. Si les joueurs se défoncent, comme l'a dit Alexandre, c'est qu'il y a une raison. C'est que quand vous regardez les matchs, il y a un vrai lien entre l'équipe que vous alignez et l'entraîneur qui entraîne. Et on dit qu'un entraîneur doit être entraînant. Et si je vous refais l'histoire de l'équipe de France depuis 20 ans, il y a eu des gens bienveillants, il y a eu des gens malveillants. Et quand l'entraîneur était malveillant, l'équipe de France était malveillante. Et donc, il y a un lien direct entre ce qu'incarne un entraîneur et la manière dont son équipe joue. Ça, c'est sûr. Je crois que tout le monde a compris de qui vous parliez autour de la table. On va rejoindre maintenant le député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Bonsoir Cédric Roussel. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rapporteur d'une proposition de loi pour la démocratisation du sport. Et cette future loi sport comportera un dispositif destiné à la lutte contre le streaming illégal. En quoi peut-elle changer ce qui se passe actuellement sur tout un tas de plateformes ? Elle va être réactive et dynamique. Elle va être déjà au même rythme qu'un match, 90 minutes, à savoir effective dès la première minute et jusqu'à la 90e, puisque vous savez comme moi que la valeur économique d'une retransmission d'une rencontre sportive en live, c'est justement l'instantanéité, c'est la réalité de cette rencontre-là. Donc c'est surtout de faire en sorte que ce dispositif soit le plus dynamique possible au travers justement de cette innovation juridique permise ici par le sport, quelque part, de manière indirecte. Qui est donc cette ordonnance dite dynamique. Le streaming illégal, qu'est-ce que ça coûte aux diffuseurs télé, notamment Canal+ ou RMC Sport, par exemple, en ce moment ? Alors, difficile toujours à évaluer une activité illicite, par définition, mais si on regarde une dernière étude fin d'année dernière de la Hadopi, qui est cette autorité donc indépendante et qui sera d'ailleurs dans le dispositif de loi qu'on va discuter, le fameux tiers de confiance pour rendre opérationnel ce dispositif. On chiffre à plus d'une centaine de millions d'euros de droits en fait qui ne sont pas assujettis à cette fameuse taxe Buffet dont on parle beaucoup quand on parle de financement du sport en France, puisque c'est la clé de voûte de ce principe même de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur. Donc il va coûter déjà plus d'une centaine de millions d'euros pour les clubs professionnels, mais aussi par ricochet ensuite donc pour le financement de notre sport amateur en France. Une question de Christian Jean-Pierre pour Cédric Roussel. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, parce que moi je suis le premier à défendre Canal et beIN dans cette histoire, parce que si on veut un football français fort, il faut des diffuseurs forts. J'ai pas compris, Cédric, quel était le dispositif que vous alliez mettre en place pour lutter contre le streaming. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un gamin qui a 15 ans en France ne streame pas et arrive à avoir des matchs sans payer? C'est quoi l'idée sur un plan très pratique? C'est une bonne question, parce que l'idée ici, c'est effectivement d'empêcher la tentation, déjà, et de faire en sorte de rendre le parcours du pirate et le passage à l'acte le plus difficile possible pour le futur éventuel consommateur de spectacles illégaux. Donc c'est de s'attaquer vraiment à la filière économique illicite qui vit de la publicité, et en ça, c'est de couper le tuyau qui arrive en France. Donc, ça va être d'empêcher déjà la diffusion en France de ces sites et de ces sites miroirs donc illicites. Voilà. Génial. Franchement, bravo. Sachant que ça nourrit des réseaux de trafiquants. On a lu un très beau dossier ce week-end dans l'Équipe Magazine. Une question de Benjamin ? Oui, monsieur le député, qu'est-ce qui est inclus dans la définition d'un streaming, dans la loi ? Est-ce que c'est effectivement quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui va chercher le match en streaming ? Est-ce que c'est des dispositifs plus... plus légaux, non, mais plus officiels, comme les IPTV, les choses comme ça, ou avec un abonnement mensuel ou autre. C'est pas légal, hein. Est-ce que du coup, ce type de dispositif... moi je l'ai pas personnellement, mais il y a un nombre de personnes qui ont IPTV et il y a plus d'1 million de personnes qui ont même l'impression que c'est légal. Quand tu poses la question aux gens, ils pensent qu'IPTV c'est légal. Donc la question à monsieur le député, c'est est-ce que ce type de dispositif est aussi inclus, ou est-ce qu'effectivement c'est que le geek derrière son ordinateur ? Alors, ça inclut le live streaming, l'IPTV illégal aussi, pour répondre à votre question. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, on coupe le jus, quelque part, la source. Donc, étant donné que l'IPTV, c'est aussi un dispositif, mais qui répond à la même technologie, quelque part, que le live streaming, c'est-à-dire c'est une source. Mais par contre, l'IPTV, le boîtier, c'est vrai que ça donne un accès très convivial. Je veux dire, vous n'avez pas de manipulation à faire, contrairement au live streaming, où il faut aller chercher les sites. Donc, ça demande une petite expertise, j'ai envie de dire.
Et c'est vrai que les PTV, elles vont en poupe à mon sens parce que ça reste très convivial. Et comme je disais en début d'interview, l'idée c'est de rendre vraiment les choses beaucoup moins conviviales pour celui qui souhaite consommer déjà. Et en ça, on va couper donc ce fameux flux, et ce flux, qu'il soit diffusé en live streaming ou soit par les PTV, le boîtier IPTV illégal, je répète, et ben ce sera donc la même conséquence. Quand vous dites qu'on va couper, on va couper quand ? Alors on va couper à partir du moment où déjà il y a une première ordonnance, puisque c'est là où c'est innovant, c'est qu'il y a et à la fois le pouvoir judiciaire qui est respecté comme dans d'autres pays, puisque le Portugal, l'Angleterre ont mis en place des dispositifs, mais qui sont soit que pouvoir judiciaire, soit que autorité indépendante. Et là, c'est un mix entre les deux. Première étape, le pouvoir judiciaire, donc les ayants droit qui font valoir et qui, par le biais d'une ordonnance auprès d'un juge, une décision. C'est-à-dire qu'ils identifient des sites donc déjà illégaux qu'ils ont répertoriés. Cette décision sera donc, et cette première décision prise par le juge de bloquer ou de déréférencer des sites donc est décidée par le juge et est valable 12 mois. Et c'est là où ensuite vient le deuxième mécanisme et le rôle du tiers de confiance qui est la Hadopi. Pourquoi ? Parce que cette ordonnance dynamique, il sera possible pour les ayants droit de demander à la Hadopi en cours de saison, on va dire, ou s'il y a l'apparition de sites identiques dits miroirs, de se tourner directement sur la base de cette première décision vers Hadopi pour que Hadopi prenne en considération sur la base donc de la décision du juge cette décision de couper ces sites dits miroirs et de donner instruction donc aux opérateurs de le faire. Donc il y a bien une décision, et sur la base de cette décision-là, cette autorité indépendante a cette possibilité de couper donc de manière très réactive ces sites dits fameux sites miroirs. Merci beaucoup Cédric Roussel. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes. À très bientôt dans Classico. Merci, à bientôt. Gomis, la frappe de Gomis, oh, superbe but de Martin Gomis, première sélection et premier but pour le joueur de Saint-Etienne. Quelle frappe extraordinaire, merveilleux. Benzema à 14 mètres, la frappe. Alors Christian Jean-Pierre, nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre premier roman, 2026, l'année où le football deviendra américain. Ça paraît chez Solar. Pourquoi avoir décidé de prendre la plume d'abord pour écrire un roman et pas forcément un essai ou un document sur l'actualité du foot, et ensuite pourquoi s'être intéressé au football américain, au soccer ? La question est simple, la réponse va être très simple. J'ai fait un voyage aux États-Unis en 2019. Il se trouve que quand vous étiez tout petit ou même pas né, moi en 94, j'avais suivi la Coupe du Monde 94, qui avait été un truc qu'on avait organisé pour la FIFA, mais les Américains n'en avaient rien à foutre. Et quand je suis revenu en 2019 à Manhattan, j'ai vu des cages de foot partout. J'ai vu des maillots de Messi, d'Ibrahimovic, de Kylian Mbappé dans le centre de Manhattan. J'ai vu des cages de foot sur tous les terrains de football américains. J'ai vu de la pub à la télévision, j'ai vu de la pub dans l'aéroport, et j'ai senti que le football était en train de décoller là-bas. Le soccer était en train de décoller. Et ils ont la Coupe du Monde 2026. Et dans l'avion du retour, je me suis dit, tiens, il y aurait un truc marrant à écrire sur l'histoire d'un gamin qui changerait de sport et qui deviendrait une grande star du soccer pour la Coupe du Monde 2026. Puis je me suis posé à Paris. Puis il se trouve que quelques temps plus tard, j'ai rencontré Jean Dujardin, que j'ai la chance de connaître. Je lui ai raconté en 2 mots mon histoire. Il m'a dit, mais ton truc, c'est juste génial. Écris. Lance-toi, fais 20 pages, on verra ce que ça donne. Et puis il m'a dit de faire 20 pages et j'en ai fait 350. Et alors après, pour que ça soit digeste, je vous cache pas, Steve, que j'ai mis toutes les anecdotes que j'ai vécues sur le terrain de foot depuis 30 ans. C'est-à-dire que dans 2026... Vous mélangez la fiction et puis les faits... Et des trucs que j'ai rencontrés. Vous recevez des invités dans votre studio, donc vous savez, il y a du in, il y a du off, il y a des gens qui vous racontent des choses, etc. Donc j'ai tout mis dans ce livre, qui est à la fois 30 ans d'analyse et de petites histoires qui sont passées dans le milieu du foot, avec une vraie expertise sur ce qui va se passer aux États-Unis, parce que je le maintiens à mordicus, en 2026, le soccer va démarrer aux États-Unis, ça c'est sûr. Vous pensez que l'avenir du foot va se jouer sur le continent américain ? Je ne dis pas que l'avenir du foot va se jouer là-bas, parce que le foot va, même si on est en période de Covid, le foot va bien. Je dis juste que le dernier continent qui reste à conquérir, c'est l'Amérique du Nord, et qu'en 2026, ce continent va tomber sous le charme du foot, parce que partout où vous faites des compétitions internationales, des Coupes du Monde de foot ou de rugby, il y a un tiers des gens qui regardent cette compétition. On l'a encore vu avec le Japon, qui n'était pas un pays de rugby en 2019.
Et il y a un tiers de la population qui a regardé l'équipe jouer. Et vous verrez qu'aux États-Unis, les audiences seront supérieures à 80 millions d'Américains qui vont se mettre à regarder le soccer. Alors il y a beaucoup de joueurs, enfin beaucoup, un certain nombre de joueurs français qui ont terminé leur carrière aux États-Unis. Alors je pense notamment à Thierry Henry. Est-ce que vous êtes inspiré de discussions que vous avez pu avoir avec ces joueurs-là pour le récit, pour l'écriture du récit de ce roman? Non, ils font une énorme pub pour le soccer là-bas. On peut citer Thierry. Alors j'en ai parlé avec Pat Vira que j'ai rencontré récemment. Tous les joueurs qui sont là-bas, Zlatan qui est passé là-bas, etc., font une énorme pub pour le soccer, mais j'ai pas eu besoin de les rencontrer pour écrire ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est un bouquin qui se veut être une vision sur ce qui va se passer dans le football dans les prochaines années, et bourré d'anecdotes, de trucs que j'ai vécu depuis 30 ans. Et après, si je vais plus loin, puisque je vois que j'ai affaire à des gens cérébrés autour de cette table, si je vais plus loin dans ce que j'ai voulu écrire, si vous me demandez de prendre du recul, j'aime bien prendre du recul, vue de la Lune. Au départ, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, c'est sympa, c'est un sport qui est né en 1860 ou 80 en Angleterre, donc c'est un sport qui est né en Europe, qui va aller s'imposer aux États-Unis. Donc j'aimais bien le combat de la vieille Europe qui va s'imposer chez l'oncle Sam. Et un an après avoir écrit ce livre, parce qu'il m'a fallu un an pour l'écrire, je constate que non seulement ce sport va s'imposer là-bas, mais les Américains ont tout prévu parce que les Américains sont en train de conquérir le foot en Europe. Ils sont en Angleterre, ils sont présents dans 13 clubs de première ligue sous forme de capitaux. En France aussi. 3, je crois. Ouais. 3, et ça va avoir des vraies conséquences sur nous. L'arrivée des Américains dans le foot, c'est pas du tout un truc neutre. C'est-à-dire que les Américains arrivent avec leur modèle de business, ils vont en faire un business. Quel sera le poids de l'UEFA quand les Américains autour d'une table vont dire si vous êtes tous les trois présidents de club et que je suis président de l'UEFA et que vous me dites dans 10 ans Christian, t'es bien gentil, mais nous on veut une ligue fermée, je peux être président de l'UEFA. Il y a le modèle sportif américain qui pourrait s'imposer en Europe. Si toi t'es Paris Saint-Germain, qu'il est Manchester City et qu'il est Real Madrid et que vous m'invitez dans une réunion gentiment, que vous m'offrez un super repas et que vous me dites maintenant on est désolé, mais c'est une ligue fermée, c'est plus la Ligue des Champions, vous aurez gagné. Et je veux pas faire. C'est un peu l'ultralibéralisme qui pourrait terminer de s'imposer dans le football européen. C'est pas ce que j'écris dans le livre, parce que moi je suis vraiment dans une fiction en plus qui se veut un peu légère. Mais si vous me demandez de réfléchir sur le modèle économique du foot dans les prochaines années, je pense qu'on est en train de vivre une révolution. Et je pense qu'il y a des gens qui sont à la tête des grands clubs européens, qui ont plus de thunes pour payer les grands joueurs, et qui se disent on va changer de modèle économique. Alors à quel moment ils vont l'imposer, ça on n'en sait rien. On sait déjà que la Ligue des Champions va évoluer, qu'il va y avoir 4 journées de plus en octobre-novembre. Mais moi, je pense que ces gens-là voient beaucoup plus loin que ça. Et après, comment vous pourrez faire pour lutter ? Il faudra des gardiens du temple super puissants à l'UEFA ou à la FIFA pour essayer de contrer. Ce sera un débat d'idées. Mais on est dans une société libérale. Et si les Américains arrivent, ils arrivent avec leur code à eux, qui est le code du business, et vous aurez du mal à l'empêcher. Benjamin, ce bouquin t'a intéressé parce que tu as vécu aux États-Unis et notamment tu as une petite carrière... footballistique, raconte-nous. Pas du tout. Il y a 2 étapes dans ma carrière américaine, je sais pas si ça intéresse les auditeurs. Non, quand j'avais 21, 22 ans, j'étais faire un essai au Los Angeles Galaxy. Ah, génial. Ouais, donc j'ai passé 3 jours là-bas. Quel poste ? Gardien de but. Ah, génial. Je croyais toucher mon rêve, j'ai arrêté des coups francs de Landon Donovan, figure-toi. Super joueur. Il écrivait des mails tous les soirs pour me raconter. Et après, c'est génial. Le coach des gardiens est venu me voir sous la douche et il m'a dit hey, thank you very much, very great job, mais tu peux rentrer à Paris. Ok, merci. Et 2, quand je suis parti dans un stage dans un cabinet d'avocat, j'étais à New York et j'ai entraîné les gardiens jeunes du New York Cosmos. Et c'était génial. Et une petite anecdote par rapport à ça. Donc j'entraînais les jeunes qui avaient 7, 8, 9, 10 ans. Et en fait, à la fin de l'entraînement, le coach principal est venu me voir et me dit, tu sais, fais attention parce que ici, c'est les États-Unis et tous les parents sont derrière le but et ils te regardent en fait ils t'écoutent quand tu entraînes les gardiens et en fait tu ne dis jamais good job. Il me dit à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut que tu dises good job et après tu critiques. Il me dit là t'es pas en France, on n'est pas en Europe, tu peux pas dire non fais ci, fais ça, good job d'abord. Génial, et après tu critiques. Alors, j'adore ça, c'est des anecdotes terrain qui n'ont pas de prix. Justement, les mentalités, c'est un peu ce qu'évoque Benjamin là avec les parents. C'est aussi un peu la trame du livre avec la pression que font subir les gardiens du temple du football américain pour éviter justement d'être remplacés par le soccer finalement. Alors ça, c'est inspiré de présidents de clubs de foot que j'ai vécu qui étaient extrêmement malveillants, voire des voyous. Donc j'ai transposé le portrait robot de quelques gens que j'ai croisés dans le milieu en Europe qui étaient vraiment des vraies pourritures, que j'ai mis dans le dos. Ça, c'est la partie fiction que j'ai mis sur le dos des mecs de la NFL, du football américain, qui étaient des enflures finies. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait une transposition de ce que j'avais vécu en France
sur le modèle américain. Aux États-Unis, ils ont un vrai problème avec le football américain, qui est le sujet des commotions. Ça, c'est un sujet super important. Mais après, c'est vraiment un bouquin sur le soccer et sur notre football à nous. C'est pas du tout sur le football américain. Je décris une réunion à l'IFAB, qui est donc l'IFAB est l'organisme qui était basé à Belfast, qui est l'organisme qui définit les lois du jeu. C'est-à-dire que c'est l'IFAB qui dit on va changer la règle, on va mettre une VAR, on va changer la règle sur la main, etc. Et je décris une réunion qui est un peu fictive, où le jeu de tête est remis en cause. Et un vieux gallois dans mon bouquin dit mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de Peter Crouch dans le football. Quand je dis ça de manière rigolote dans le bouquin, c'est rigolo, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème avec le jeu de tête en Europe et aux États-Unis. En Écosse, les moins de 12 ans n'ont plus le droit de jouer. Aux États-Unis, c'est interdit pour les moins de 12 ans également. Et c'est une vraie étude que la FIFA a entre ses mains, qui est une vraie question qu'on se pose. Donc j'ai traité de sujets très sérieux, de manière un peu légère, mais toute la trame est vraie. Je parle également de corruption, je parle d'enlèvement. Ce sont des cas... c'est un bouquin de journaliste. C'est-à-dire que c'est un roman, mais moi, je suis comme vous, je suis journaliste, pas comme toi, parce qu'on a un maître et un producteur. C'est vraiment... T'avais du monde. Hein. On peut parler de tous les deux de journalistes. Sortez, messieurs. Mais tu vois, c'est un bouquin de journaliste, donc c'est bourré d'infos, en fait. Benjamin, tu voulais j'ai une question rebondir pour Christian. Est-ce que, alors, donc, pour avoir vu pas mal de sports différents aux États-Unis, ça qui était hyper intéressant pour moi de voir, est-ce que tu ne crois pas que le football doit évoluer dans son organisation aux États-Unis pour être un vrai show? Moi, j'ai été voir des matchs de baseball, c'était la mort, ça a duré 4 heures, il y a des interruptions toutes les 5 minutes. Basket. Du baseball, du basket, du hockey. En fait, tout est tellement à l'américaine, avec des coupures. Spectacle. C'est un vrai spectacle, voilà. C'est un show, ouais. Et j'avais été voir donc les New York Cosmos avec Thierry Henry à l'époque au stade. Et c'était beaucoup moins show-off. Est-ce qu'aux États-Unis, il ne faut pas qu'ils modifient le foot ou les retransmissions ou le spectacle autour du foot pour en faire vraiment un sport américain que les Américains aiment? Je pense que tu peux mettre Coldplay en ouverture d'un match, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr. On adore Chris Martin et sa bande, mais surtout je pense que c'est le football qui doit évoluer de par ses règles et de par ce qui se passe autour de l'arbitrage. Moi, j'ai porté un truc en 2003 que j'ai défendu à TF1, qui sont les micro-rillettes que tous les arbitres ont depuis qu'on a fait une expérimentation à TF1 avec ces arbitres qui sont relayés. Il faut aujourd'hui qu'en Europe, et il faut que Canal et que beIN arrivent à peser sur ce débat-là pour qu'on entende enfin les arbitres sur un terrain de foot. Comme au rugby, on est sur une transparence totale dans tous les secteurs d'activité. Il est totalement anormal qu'on n'entende pas un arbitre aujourd'hui sur un terrain de foot. Et je vais vous faire une confidence, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Je fais un parallèle parce que je pense que j'ai affaire à des fanats de sport. Tony Nadal, l'oncle de Raphaël Nadal, a été interviewé à Madrid devant 2500 personnes il y a quelques temps. Et on lui a demandé, il y avait une question d'un auditeur espagnol qui lui a dit mais Tony, quel est le truc le plus fier quel est le truc dont vous êtes le plus fier concernant votre neveu Raphaël? Et Tony, il a réfléchi 2 secondes, il a dit je lui ai appris un truc capital quand il avait 14 ans, je lui ai appris la politesse. Et moi, je pense que le jour où on va ouvrir les micros sur les arbitres et que ça sera retransmis à la télévision, on va se rendre compte que les footballeurs seront obligés d'être polis et que les arbitres seront obligés d'être polis. Et j'ai peut-être le discours d'un vieux con parce que je suis plus âgé que vous, mais vous imaginez pas la répercussion de ce qui se passe sur un terrain de foot sur Canal+ le vendredi soir, le week-end qui suit. C'est-à-dire que quand vous discutez avec les arbitres, et c'est ce que j'avais fait en 2003 quand on a fait l'expérience avec Bertrand Layec, ils vous disaient quand il y a des cartons rouges, des matchs épouvantables le vendredi soir sur Canal, c'est un week-end pour nous en merde. Sur tous les terrains de la région parisienne, on a des problèmes. Quand ça se passe bien le vendredi soir, ça se passe plutôt bien le week-end. Donc la télé a un vrai rôle, les arbitres ont un vrai rôle. Alors quand je vous dis ça, c'est que c'est pas un combat qu'il faut mener auprès de la Fédé ou de la Ligue. Ça se joue à l'IFAB, ça se joue à Belfast, avec des caciques qui dirigent les lois du jeu. Et c'est ces gens-là... Justement, sur les lois du jeu, pardon Christian, Jean-Pierre, on a vu il y a quelques semaines ou quelques mois Jacques-Henri Rioux, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, proposer en s'inspirant d'autres sports que par exemple... Bonus offensif le bonus offensif, c'est-à-dire qu'avec certains buts qui compteraient double en fonction non, mais ça je peux pas vous par le dire. exemple, ça par exemple, on s'inspirait du sport américain. Est-ce que c'est envisageable? Non, je veux pas ça. Non, touchez pas au foot. Non. Ouvrez juste. Non, ça je... Non, parce qu'on parlait de l'influence américaine, l'influence que le foot européen pourrait avoir sur les États-Unis. Est-ce que dans l'autre sens, ça pourrait aussi... Non, surtout pas. Moi, je veux pas de ça en tout cas. Vous me demandez mon Est-ce que c'est possible? Ah, mais non. Non. En revanche,
Parce qu'on l'a fait sur une finale de Coupe de France. D'ailleurs, il y avait Pochettino. C'était la finale PSG-Auxerre de 2003 où Auxerre gagne 2-1. But de Boumsong et Pochettino est en défense centrale. C'est un truc qui a fonctionné. Donc on sait que ça fonctionne. Donc maintenant, il faut convaincre. Et il faut convaincre la FIFA. C'est tellement vrai. On le voit au rugby d'ailleurs. Au rugby, les arbitres ont des micros, on les entend. Et ça aide tellement à la compréhension du jeu, à la pédagogie. À tout. C'est génial. D'autant qu'avec la VAR aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Messieurs, on arrive quasiment au terme de cette émission. L'heure du quiz est donc arrivée. Christian Jean-Pierre, vous préparez. Quoi gagner Tu vas voir. Vous préparez un documentaire sur les invincibles d'Arsenal autour d'Arsène Wenger, mais bien sûr aussi des stars de cette équipe. Nous sommes donc en 2003-2004. Messieurs, qui sont les joueurs qui composent cet effectif? Let's get ready to rumble. Tu commences ou je commence? Évidemment. David Seaman. Oui. Ah, donc on fait dans l'ordre ou pas? Ah non, il n'y a pas Évidemment, par ligne. Tu me fais Vas-y. Thierry Henry. Oui. Dixon. Et ne cherche pas, évidemment. Dixon. Évidemment, arrière droit. Dixon. Christian Jean-Pierre valide. Vieira. Oui. Dans les buts, Lehmann. Jens Lehmann. Bravo. J'ai pas voulu te corriger, mais vas-y. C'est pas. Ah bah, il a perdu. Non. Je peux parler, monsieur. Vas-y. Tony Adams, évidemment. Oui. Évidemment. Robert Pires. Oui. Patrick Vieira. Oui. Tu l'as déjà dit? Je l'ai dit, Vieira. C'est moi qui l'ai dit. Emmanuel Petit. Oui. Évidemment. Non. Il était parti à Barcelone. Oh, je sais qu'il y avait Emmanuel Petit. Le jeu s'arrête. Si je trouve, j'ai gagné. Vas-y. S'il vous plaît, est-ce qu'on est sûr de cette information? Voilà, j'ai l'effectif là, mais c'est quand même Christian Jean-Pierre qui a le droit de Monsieur Jean-Pierre, moi, je peux pipoter un peu, mais... J'aurais dit Denis Bergkamp. Oui, il est là. C'est le dernier de ma liste. Alex, tu remportes ce quiz, ça a été rapide. Ça a été rapide. Pour une fois qu'il gagne, écoute. Arrête. T'as gagné une fois. Christian Jean-Pierre, merci beaucoup. Classico, oui. Je vais vous faire une anecdote sur Manu Petit que j'ai grand interviewé plaisir. pour Les Invincibles. C'est une des questions que j'ai posées parce que je l'ai interviewé la semaine dernière pour le doc qui va passer sur Canal. Et il m'a dit, avec beaucoup de pudeur, il m'a dit, mais je ne suis pas invincible, je n'ai pas le droit de parler. Et je lui ai dit, tu vas parler dans ce doc parce que tu incarnes l'arrivée des Français, des franchises à Arsenal. Il a accepté de parler. Et on pourra voir ça quand? Sur Canal, fin d'année. Et on sera là pour voir ça devant nos télévisions. Merci beaucoup Christian Jean-Pierre d'avoir été un vrai plaisir et bravo pour la qualité du débat. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre premier roman, 2026, l'année où le football deviendra américain. C'est paru chez Solar. On se retrouve, chers auditeurs et auditrices, lundi prochain à 21h. En attendant, vous pouvez retrouver Classico en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez, commentez. Tout de suite, la soirée continue avec Avenir Azoulay, évidemment. Avenir Azoulay pour le Festival Oriental. À lundi prochain.